Bonsoir, chers téléspectateurs. Retour sur ce plateau pour le second pan de notre programme. Un projet, un candidat, conformément au tirage au sort qui avait été effectué le 7 août dernier par la Haute Autorité de la Communication. Second volet, donc, dans ce vaste programme qui ira jusqu'au 25 août prochain. Ce soir, après Jean-Romain Fanguinoveni, Gérard Elanguima. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Sylvain. Voilà, Monsieur Gérard Elanguima est le président du Front patriotique gabonais. Il est très connu dans la classe politique gabonaise parce qu'il travaille, il œuvre aux côtés de l'opposition depuis plusieurs années déjà. Monsieur Gérard Elanguima, vous avez ces jeunes confrères que vous connaissez bien, Madame Laetitia Nkalibika, Président. Monsieur Armel Nzengi, Monsieur Armel Mbina. Bonsoir, monsieur. Ahmed Ryan Nzengi, de l'agence gabonaise de presse, Bonsoir, Gabon 24 et Gabon Télévision. Alors, Monsieur le Président, nous avons parcouru votre programme. On vous suit depuis plusieurs années déjà. Votre discours, il est constant. Et là, nous avons jeté un coup d'œil franc, un regard franc sur votre parcours, mais également sur le contenu de votre programme. Vous mettez Dieu en avant. Et vous allez très loin en disant que l'ensemble des autorités, celles que vous allez nommer au lendemain de votre accession à la magistrature suprême, devraient mettre Dieu devant, parce qu'il faut le restaurer. Pourquoi? Vous pensez réellement que à la sortie des urnes, c'est lui qui va vous porter au perchoir? Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Merci Sylvain, merci messieurs les journalistes. Pourquoi je voudrais que l'on remette Dieu en avant? Parce que dans ce pays, nous constatons un certain nombre de déviances. Voyez-vous, c'est peut-être pas Dieu qui ira dans les urnes, mais rassurez-vous bien, tout pouvoir vient de Dieu. Oui. Vous comprenez? Vous pouvez être le plus riche du monde, mais si Dieu n'a pas inscrit que vous soyez chef de l'État, vous ne le deviendrez jamais. Mais je dis, il va falloir que l'on remette Dieu au centre de nos actions, de nos comportements, parce que je trouve assez choquant que dans un pays où beaucoup d'aînés de ce pays ont passé leur scolarité soit dans des lycées catholiques comme messieurs, comme dans des séminaires, mais que l'on en vienne à dépénaliser l'homosexualité au Gabon, c'est une abomination. Ce n'est pas excusable. C'est pourquoi je dis, nous avons commis un crime contre Dieu. Il nous faut nous repentir et demander pardon. Il faudrait qu'en l'avenir, chaque acte que nous posons soit en référence avec Dieu. Parce que souvenez-vous, le président Omar Bongo, au crépuscule de sa vie, nous disait « Dieu ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. » Il a remis Dieu au centre, il a même dit « Je remets le Gabon entre les mains de Dieu. » C'était le 6 janvier 2009. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que la notion de Dieu est fondamentale dans l'existence d'un être humain, parce qu'elle trace les ouvertures et elle trace des limites. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus de limites. Alors, Monsieur le Président, lorsque vous allez demander à tout dépositaire de l'autorité de l'État de prêter serment devant Dieu, mais vous avez également, dans ce pays, plusieurs obédiences. Nous sommes dans un pays multiculturel, multiethnique. Un problème de cette nature s'est posé au Tchad, sous l'ancien président, le dauphin Idriss Déby, qui avait demandé à ce qu'effectivement les ministres prêtent serment devant la Bible. Il y avait une ministre qui avait refusé de se plier à cet exercice parce qu'elle était musulmane. Il y a plusieurs confessions religieuses. Le Dieu dont vous parlez ici, c'est lequel? Le Dieu du Bouti, le Dieu des... S'il vous plaît, que nos amis s'éloignent un peu tout petit peu de téléphone. Alors, le Dieu dont vous parlez, c'est le Dieu chrétien, le Dieu bouddhiste? Quel Dieu dont il s'agit ici? Bon, merci pour la question. Si vous avez bien parcouru
mon projet de société, dedans j'énonçais que je vais revaloriser notre identité culturelle. Lorsque je parle de Dieu, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pratiques religieuses qui ont en commun une chose, la Bible. C'est-à-dire les catholiques, les protestants, les éveillés. Mais à côté de ça, je souhaiterais que l'on se souvienne que nous n'avons pas connu l'existence de Dieu à partir de la colonisation. Non, les Blancs nous ont révélé l'existence christique de Christ. Mais Dieu, nous le connaissions. Parce que si je vous récite mon arbre généalogique, j'irai jusqu'au nom de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir que les gens prêtent serment. On tient compte de la Bible et on tient compte de nos valeurs culturelles, notre identité culturelle. Ça veut dire nos rites. Nos rites. Voilà. Bien. Alors, Monsieur le Président, nous allons maintenant vous donner la possibilité de décliner votre programme pour le Gabon lorsque vous accéderez au pouvoir. Les Gabonais vous écoutent sur ce point bien précis. Moi, président de la République, au soir du 26 août 2023, la première des choses que je ferai, après ma prestation de serment, compte tenu que nous sommes dans une élection à un tour et que le cadre de pratique politique que nous avons choisi, c'est la démocratie. Alors, je ferai en sorte que celui qui viendra derrière moi, ça veut dire le deuxième, soit mon vice-président de la République. Le troisième sera mon vice-premier ministre. Parce que j'ai l'ambition de faire en sorte que la légalité et la légitimité se croisent. On ne peut pas être en démocratie et penser être élu avec 15% ou 30%. Moi, je voudrais faire en sorte que si j'ai 25 ou 30% au soir du 23, du 26 août, le 26 août prochain, oui, je tiens compte de mon second qui aura un certain suffrage et du troisième, peut-être du quatrième, additionné à cela pour atteindre le seuil de la majorité voulue. Mais dans cet exercice que j'entends proposer, c'est aussi une vision d'apaisement. Je voudrais qu'on aille vers l'ère de la démocratie participative. Ça veut dire, nous sommes tous allés aux élections, les élections sont terminées, nous allons nous mettre ensemble pour construire ce pays ensemble, parce que nous sommes d'abord des Gabonais et les Gabonais ont besoin que leur vie soit améliorée. Bien, Monsieur le Président, Laetitia Ngalébika, nous sommes sur la thématique relative à la démocratie et à l'état de droit. Nous y restons pour à peu près 5-10 minutes seulement, hein, s'il vous plaît. Et j'en ai une. Merci, Monsieur le Président, de vous prêter à nos questions. La question, c'est, vous avez 10 points. Vous avez énuméré dans votre projet de société 10 points essentiels. Nous souhaiterions que vous fassiez connaître ces 10 points au reste de la population qui vous regarde. Le plan GEN. Le plan GEN est sur 10 points, mais je les résume en 3 points. S'il vous plaît. Vraiment en 3 points. Ça veut dire que le secteur primaire, qui passe par l'agriculture, parce que je voudrais résoudre la question de l'autosuffisance alimentaire, la vie chère. Le secteur secondaire, ça veut dire que je voudrais passer à l'industrialisation, à la production des biens, des services et des finances. Et le secteur textile, les services. Pourquoi ? Parce que je voudrais que l'on prévoie l'après-matière première. Vous comprenez? Je voudrais que l'on prévoie l'après-matière première. Mais pour prévoir l'après-matière première, il faut avoir un regard suffisamment prospectif. C'est pourquoi j'ai surnommé ce plan Gabon Entreprise pour sa reconstruction. Je voudrais
faire en sorte, que l'argent que nous produit aujourd'hui, les ressources naturelles, cet argent soit utilisé à bon escient pour créer de la richesse. De la richesse, notamment. En quoi cela est différent de la diversification de l'économie actuellement en cours? S'il vous plaît, nous allons essayer d'évoluer selon les pans, selon la structuration qui a été bien pensée, bien conceptualisée. Laetitia Ngalébika, ce n'est pas pour vous couper la parole, nous y reviendrons, mais restons d'abord dans ces questions d'état de droit. Elles sont importantes, parce que Ndjengi avait effectivement une question sur cet aspect bien précis, et Laetitia, nous y reviendrons lorsque nous allons aborder la question sociale et économique. Merci Sylvain Abessolo. Monsieur le Président, entre 2009, 2016 et 2023, on constate que bien des choses ont changé dans votre discours et on peut parler de maturité car c'est bien le constat fait sur ce plateau, Monsieur le Président. Alors, vous parlez d'apaisement, de participation et beaucoup plus de légitimité, de légalité. Mais vous réessayez encore. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci c'est la bonne? Qu'est-ce qui vous fait croire que Gérard Elangema sera déclaré président au soir du 26 août? Vous êtes à votre deuxième participation à l'élection présidentielle. Naturellement. Allez-y. Qu'est-ce qui me fait penser que cette fois c'est la bonne? Je pense que les Gabonais me suivent depuis près de 30 ans. Ils me suivent depuis près de 30 ans. Peut-être avant. Et je suis resté cohérent avec moi-même en politique. J'ai un rêve pour ce pays, pour cette démocratie. Il faut la parachever. Nous disons démocratie, mais moi je voudrais que l'on sorte de l'État multipartite pour accéder à la démocratie. Parce que c'est ce dont les Gabonais ont besoin. Je voudrais faire en sorte que si demain je suis élu président de la République, parce que je le crois fortement, je vais faire en sorte que l'état de droit soit vraiment instauré. Il faut que le principe pour lequel nous nous sommes engagés en politique soit celui que tout le monde aborde. Ça veut dire que nous allons à une élection. Celui qui a gagné doit être déclaré vainqueur. On ne doit pas rester dans le principe de qui perd, gagne. Dans la notion de l'état de droit de la restauration, pour suivre votre projet, au soir du 26, si je suis élu président, je vais libérer la justice gabonaise. Elle est embrigadée? Parce que je considère qu'elle est embrigadée sous l'étau du chef de l'État, qui est chef suprême de la magistrature. En tant qu'institution? En tant qu'institution. Qu'allez-vous faire? Mais pas seulement en tant qu'institution, parce qu'il participe. Qu'allez-vous faire? Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sous l'égide du chef de l'État. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement respecter la notion de séparation de pouvoir. Ça veut dire que je serai le patron de l'exécutif et je laisserai le judiciaire face à ses responsabilités. Très bien. Alors justement, sur une question comme celle-là, lorsque vous arrivez à la sortie des urnes 26, quel sera le régime que vous allez instaurer? C'est un régime présidentiel, parlementaire ou hyper-présidentialiste? Super. Non, évidemment, si nous avons choisi d'être en démocratie, je resterai dans le régime présidentiel. Ça veut dire que les institutions existeront. Vous avez un Premier ministre? J'ai un Premier ministre. Qui est chef du gouvernement? Qui est chef du gouvernement. Vous n'allez pas vous immiscer dans la gestion gouvernementale? Lorsque nous sommes dans un régime parlementaire, présidentiel, le chef de l'État s'occupe particulièrement de la politique extérieure. C'est cela son fort. Il laisse au Premier ministre la possibilité de gérer la politique intérieure naturellement, tout en se référant à lui. C'est une collaboration. Donc, moi, j'entends faire en sorte qu'on reste dans le régime présidentiel. J'estime que
et n'a causé aucun problème, c'est peut-être des individus qui sont à la tête des institutions qui ne jouent pas leur partition parce que chaque institution ressemble et à l'image de celui qui dirige cette institution. Alors, le 6 avril dernier, on a procédé à une nouvelle révision de la Constitution. On est passé désormais à un système, à un quinquennat, 5 ans. Alors, et à un tour de la présidentielle, au suffrage universel, mais une élection uninominale. Vous revenez à 2 tours ou bien vous restez dans la forme actuelle? Vous savez, je ne suis pas un homme qui vit dans la contradiction permanente. Et c'est la raison même pour laquelle, lorsque la messe qui est organisée, toutes ces réformes-là que je trouve rétrogrades, ce sont des trouvailles qui n'apportent rien à la démocratie. C'est pourquoi j'ai pris la ferme responsabilité de désister, de dire je ne participe pas à cette concertation qui a accouché de ces résolutions. Bon, évidemment, ça fait pitié pour notre pays. Mais vous vous dites pourtant démocrate. Oui, je suis démocrate. Qui prend la poudre d'escampette face à une concertation. Je ne prends pas la poudre d'escampette. Je dis le format de travail n'était pas défini. On ne refuse pas l'appel. S'il vous plaît. Le format n'était pas défini. Qu'auriez-vous souhaité? Non, ce que j'aurais souhaité, pour qu'il y ait concertation, il y a bien eu un cahier de charges qui a été déposé. Un cahier de charges qui contenait un certain nombre d'aspects qui puissent participer au développement de notre démocratie et de notre système électoral. De tout ce qui s'est fait. Et d'ailleurs, les chefs de parti qui ont participé à l'élaboration de ce mémorandum ont été tout simplement invités à aller se faire voir ailleurs. Ils ont été floués. Pourquoi? Parce que l'on s'est pris les services, de partis qui ne savaient même pas de quoi il était question. Et c'est naturel, et c'est de logique qu'au sortir de là, nous sortons avec des mesures. Est-ce qu'on peut évoluer dans la discussion? Parce que nous sommes ici face à vous candidats, pour décliner votre projet à la population. Les concertations, ce qui s'est passé... Je réponds aussi d'abord à vos questions. Absolument. Voilà, et ce qui s'est passé avant est déjà passé, donc on va essayer d'évoluer ensemble. Vous êtes un démocrate, vous refusez de répondre à l'appel des autres et vous fustigez ce qui s'est passé. Vous avez souhaité quoi? Aujourd'hui, il y a une pluralité au sein de l'opinion. Il y a que la démocratie est en marche au Gabon, puisqu'il y a des partis politiques qui peuvent s'exprimer, qui ont d'ailleurs des représentations au niveau de l'Assemblée nationale. Comment? Puisque cette émission elle existe, la preuve, vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'êtes pas candidat à votre succession, mais vous êtes en direct à la télévision nationale. Monsieur Gérard Elangema, au sortir du 26, qu'est-ce qui fera la différence politique, j'entends, entre vous et un autre candidat partant de votre projet de société et partant justement de votre conviction profonde, comme vous dites, le rêve que vous avez pour le Gabon? Je ne voudrais pas que des choses qui n'ont pas été faites soient dites ici. Parce que je n'ai pas refusé, en tant que démocrate, d'aller au dialogue. Chez nous, je suis foncièrement culturel. Ça veut dire, j'ai passé mon temps entre la ville et le village. On nous apprend que l'on ne refuse pas l'appel, mais l'on refuse ce qui est derrière l'appel. Et c'est ce qui était derrière l'appel. C'est-à-dire la forme. La forme. On ne peut pas m'entraîner comme un cabri dans une histoire. Il faut qu'on définisse ensemble le format, l'ordre du jour, en cas de blocage, qui sont les personnes censées nous permettre de retrouver. Donc, il faut définir tous ensemble. Lorsqu'on ne définit pas tous ensemble, vous ne savez même pas de quoi vous allez discuter. Je dis non. Mais elle m'a posé. S'il vous plaît. Elle m'a posé une question. Il va terminer. Elle m'a posé une question de savoir, au soir du 26 août, qu'est-ce qui va faire ma différence? Ma différence, je vous l'ai déjà donnée. Au soir du 26 août, moi et Elangema, je ferai en sorte que tous les Gabonais, moi qui suis l'élu,
les autres qui ont été recalés, mais tout ce monde-là va participer à diriger le pays parce qu'il y aura une place pour chacun d'eux. Vous comprenez? Absolument. Parce que je vise aussi la réconciliation nationale à travers cet acte. Je vise la pérennisation de la paix que les préfets présidents Léon Mba et Omar Bongo nous ont légué. Vous savez ce que c'est un homme choqué lorsque il a perdu une élection, peut-être pas honnêtement, mais moi j'ai un remède. Le remède, c'est que nous tous nous participions à la gestion de ce pays, chacun à sa place. Il ne sera pas question que parce que vous êtes opposant, vous devenez une personne non grata. Non. Bien, Monsieur le Président, nous allons boucler le volet relatif à la démocratie, à l'état de droit, sur la question du bulletin unique. Oui. C'est la question d'actualité. Oui. Vos impressions à ce sujet? Vous savez, ça me fait rire, parce que la question du bulletin unique est une question qui va nous faire penser que tous les Gabonais ne vont pas participer à la même élection. Imaginez-vous, si je n'étais pas candidat, moi Elangema, je vais pour voter un candidat indépendant, qui est candidat à la présidence indépendant, je coche pour lui. Par la suite, je veux voter mon cousin, qui est candidat à la députation dans un autre parti, mais qui a pour colistier le chef de son parti. Ça veut dire que là-bas, je fais 2 votes. L'indépendant, je fais un vote. Ça veut dire que j'ai voté deux fois pour 2 présidents. Donc, pour moi, c'est une aberration. Je crois que le chef de l'État sortant, notre compatriote Ali Bongo, est frileux de sa défaite qui est toute faite et il essaye de trouver, un soutien à travers ses députés. Mais moi, je vais lui dire quelque chose. Que l'on mette M. Ali Bongo à côté d'un ange, qu'on mette sa photo à côté d'un ange ou qu'on mette sa photo à côté d'un démon, il sera battu et les Gabonais ne voteront pas. Nous ne sommes pas ici pour de toute façon, voilà, nous sommes ici pour comprendre votre projet de société pour le Gabon, mais pas pour la personne d'Ali Bongo. C'est lui qui a un bilan à défendre et nous l'attendons. S'il vous plaît, Monsieur Langema. Madame, pouvons-nous revenir sur l'essentiel? Madame, je ne suis pas sorti du débat. S'il vous plaît. Tout ça là, c'est du débat. Mais dans le cadre de ce débat, Monsieur le Président, on veut savoir comment est-ce que vous allez faire. Excusez-nous, comment est-ce que vous allez faire pour améliorer le score de 2016, votre score? Monsieur Nzengi, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire ici que vous êtes des communicateurs. Ah oui, s'il vous plaît. Et la chaîne 1, c'est une chaîne publique. D'ailleurs, c'est vous qui jugez. Vous n'avez pas vocation. Nous n'avons pas vocation non plus à démontrer que c'est un tribunal ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On parle du projet de Gérard Elangema et on ne parle d'aucun autre candidat. Monsieur Nzengi, Monsieur Nzengi, Madame Ngalebika, nous sommes là pour écouter le candidat. C'est ce que nous Donnons-lui la possibilité d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Merci beaucoup. Et nous allons pouvoir réagir. Monsieur le Président, allez-y, s'il vous plaît. Oui. Si j'en suis arrivé à dire, c'est parce que vous m'aviez posé une question sur la question du bulletin unique qui fâche. Naturellement. Mais ce n'est pas un débat de personne. Non, ce n'est pas un débat de personne. Voilà. Mais naturellement, nous savons tous qu'on ne change pas les règles du jeu lorsque le match est déclaré. Bon. Quel commentaire voulez-vous de sensé sur la question du bulletin unique? Quel commentaire? Plus que le match, l'arbitre a sifflé le début du match. Maintenant, on nous dit les règles du jeu ne sont plus celles-là, on va mettre d'autres règles du jeu. Il faut bien trouver une raison aux nouvelles règles du jeu. C'est pourquoi j'en suis arrivé à ma conclusion. Bien. Donc, je ne suis pas là pour jeter de l'opprobre sur qui que ce soit, mais il faut donner un sens pour que j'appréhende ce qui est en train de se faire dans notre pays, que nous avons l'obligation de protéger de tout dommage. Bien, merci Monsieur Gérard Elangema. Nous allons tout de suite enchaîner avec le volet économique, avec Armel Mbina. Lorsque vous arriverez au pouvoir,
avec la volonté de Dieu, parce que Dieu est au centre de votre action et au cœur de votre action politique. Alors nous allons vous écouter, Armel Mbina, sur la question économique, sur le volet économique de son programme. Monsieur le Président, il est bel et bien inscrit dans votre projet de société la sempiternelle préoccupation liée à l'autosuffisance alimentaire. En revanche, concernant celle-ci, vous plaidez pour la promotion justement de cette indépendance alimentaire. Quelles sont vos approches? Mais mon approche est toute simple. Il pleut au Gabon 9 mois sur 12. 9 mois sur 12. Ça veut dire que nous avons une terre assez fertile. C'est même une incongruité de savoir que le Gabon importe les biens d'alimentation à hauteur de 600 à 700 milliards. Moi, ce que je vais faire, moi, Président, au sortir du 26 août, je vais mécaniser la question de la production des vivres alimentaires. C'est-à-dire? Mécaniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne veux pas faire cette politique qui consiste à dire le retour à la terre. Moi, j'entends faire en sorte que dans la mécanisation, ça veut dire l'achat des outils qui participent à une réelle production qui va faire en sorte que l'offre soit plus forte que la demande, parce que ça aura une incidence tout de suite sur la cherté de la vie. Qu'est-ce que j'entends faire? J'entends faire en sorte que l'État lui-même, d'abord, soit propriétaire de grandes productions. Ça veut dire l'État doit pouvoir planifier des grands champs de production. Par exemple, ce qui concerne la banane, on va le faire vers le sud, les tarots. Vers le sud, ça veut dire l'Angounier, l'Anyanga. Il faut que l'État impulse avec les tracteurs, hein, la culture, surtout nos biens de consommation, tels la banane, les tarots, tout ça. Mais à côté de l'État, nous allons aussi faire en sorte que les agriculteurs sur place, locales, puissent bénéficier de l'accompagnement de cette mécanisation. Ça veut dire nous allons les mettre en coopérative et nous allons mettre à leur disposition aussi ces machines pour qu'ils produisent de manière importante, pour qu'ils ressentent réellement le bien-être que produit un bon travail qui vous donne de l'argent. Qui dit résultat, Monsieur le Président, résultat j'entends probant, nécessite également de moyens. Lorsque nous parcourons un peu du regard le tableau de bord du ministère de l'économie actuel, il y est consacré plus de 400 milliards. Vous, que proposez-vous comme moyen financier pour y parvenir? Le problème du Gabon n'est pas parfois la question du volume de l'argent. Le problème du Gabon, c'est de savoir, est-ce que cet argent est réel? Première chose. La deuxième question est de savoir, est-ce que cet argent est arrivé à la destination qu'on lui a donnée? Ce qui fait que vous pouvez me dire que sur le tableau de bord du ministère de la Culture, il est écrit 400 milliards. Mais est-ce que ces 400 milliards sont réels? Est-ce que ces 400 milliards sont utilisés à bon escient? Est-ce que ces 400 milliards arrivent jusqu'aux personnes indiquées? Donc, il faut déjà élaguer ces situations pour comprendre ce qui se passe. On ne peut pas avoir autant d'argent et ne pas pouvoir donner un signe de développement. Et comment vous ferez? Moi, Elanguement, lorsque je m'attaquerai à la question de redonner du tonus à l'agriculture, je vous ai d'abord dit que il ne me suffira pas, moi, de dire tout simplement aux ruraux, aux personnes qui veulent s'adonner à ce travail, d'aller le faire. Non. Je vous ai dit que j'impulserai une volonté à travers l'État. À travers l'État, je mettrai en place une entreprise qui sera chargée de suivre l'évolution de ces grands champs que je mettrai. Parce que ces grands champs-là doivent nous permettre qu'au bout de 9 mois, la banane du Gabon, qui est de meilleure qualité, même que la banane du Cameroun,
que cette banane-là soit visible au marché à l'étal. Mais il y a une question fondamentale, il faut intéresser les Gabonais à l'agriculture. Là aussi, pour arriver à asseoir ce programme-là. Mais, Sylvain, si le Gabonais n'est pas intéressé à l'agriculture, c'est d'abord parce qu'il ne ressent pas les bienfaits de cette agriculture. On veut lui faire l'agriculture en l'état primaire. Mais montrons-lui qu'il y a des grands agriculteurs au monde qui sont des milliardaires. Mais ils le sont devenus comment? Pas en allant avec une machette, en débroussant et planter les boutures de manioc. Non. On leur a permis, l'État les a accompagnés à mécaniser l'activité. Et cette activité a régenté beaucoup de résultats en termes de produits, de consommation et en termes financiers. Et à partir de là, ça a donné... Il y a quand même un aspect, Monsieur le Président, que vous semblez occulter, celui lié à la sécurisation, j'entends, des titres fonciers, donc de la terre. C'est un aspect qui vaut son pesant d'or, justement, une fois de plus, pour avoir des résultats on ne peut plus probants au bout du rouleau. Qu'est-ce que vous proposez en ce sens? Toutes les terres appartiennent à l'État. Il faut les sécuriser. Les terres du Gabon appartiennent à l'État. D'ailleurs, vous posez un problème de fond. Les terres du Gabon appartiennent à l'État. Mais on constate tout simplement que depuis 2009, on veut faire de l'État gabonais le parent pauvre de sa terre. C'est une situation que je vais inverser. D'ailleurs, moi, président, au soir du 26 août, je demanderai que tous les titres fonciers reviennent d'abord à l'État. Vous allez exproprier vos compatriotes? Je n'ai pas dit que j'exproprie. Nous allons revisiter. Il n'y a pas que les compatriotes. Il y a des grands consortiums comme Olam qui sont suffisants, qui sont plus propriétaires même. En quoi cela vous pose problème qu'Olam produise et emploie des Gabonais? En quoi cela vous pose problème? Écoutez, madame, on ne fait pas le jeu du chat et la souris en étant dans notre pays. On ne peut pas dire qu'Olam est exonéré de taxes. Olam exploite les terres du Gabon gracieusement et de la même manière, Olam paye les Gabonais à 80 000, à 90 000, à 100 000 dans les boulots, dans les entreprises qu'Olam a créées. Monsieur le Président, s'il vous plaît, non, c'est une situation importante. Vous voyez un Gabonais qui va travailler pour 80 000 francs, qui n'est pas assuré. Mais je rappelle que vous êtes à la tête de 3 entreprises et qu'au sein de vos entreprises, selon nos enquêtes, il y en a qui touchent moins que cette somme. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui n'ont pas tenu bon et on se demande comment est-ce que vous allez arriver à gérer un pays si vous n'avez pas été capable de gérer ces entreprises, puisque vous êtes un homme d'affaires. Bon, écoutez, vous ne pouvez pas parler. Je crois que mes affaires n'intéressent pas les Gabonais. Les Gabonais, ce qui leur intéresse ici, c'est ce que j'entends faire du Gabon, comment j'entends protéger du Gabon. Dans le monde de l'entrepreneuriat, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. L'entreprise à laquelle vous voulez faire allusion, a subi des secousses lors de la pandémie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de revisiter tout ce qui est nécessaire et vous étiez en train d'exproprier vos compatriotes. Donc là, pour la remettre en place. Mais dites-moi bravo parce que je n'ai pas été ministre au Gabon, je n'ai pas été directeur général au Gabon, mais j'ai quand même employé plus de 60 Gabonais. Qui étaient payés à moins que... Non, ils étaient payés à 150 000. Si nous revenions au titre foncier... Donc vous devez commencer par me féliciter. Je n'ai pas volé l'argent du Gabon, mais j'ai déjà montré ma part. Est-ce que ce que vous dites est vérifiable, Monsieur le Président? Pardon? Est-ce que c'est vérifiable? Ben, vous avez dit que vous avez fait des enquêtes. Vous ne traînez pas de casserole? Non, vous dites, vous ne pouvez pas dire que vous aviez fait des enquêtes
et en même temps me poser la question si c'est vérifiable. Soit vous avez fait des enquêtes ou vous ne les aviez pas faites. On les a faites. Monsieur le Président, oui. Hein, on ne va pas faire un débat entre Monsieur Nzengue et vous sur vos affaires privées, mais là quand même, il est tout à fait important hein, qu'il pose une question de cette nature. Oui. Lorsque vous employez quand même des nationaux, s'ils sont payés effectivement en monnaie de singe, ça pose problème quant à votre volonté, ambition de diriger le pays. Mais bon, ce qui n'est pas le cas. Bien. Alors, voilà. On va enchaîner. On continue avec Monsieur Armel Bina. Il parlait d'exproprier. Il parlait de récupérer. Vous allez poser deux dernières questions. Voilà. Je vais faire appel au titre foncier. C'est tous les titres fonciers du Gabon. Voilà. Nous allons revisiter de quelle manière chaque titre foncier a été octroyé. D'abord, nous allons nous concentrer grandement sur les entreprises. Grandement sur les entreprises. Et nous allons voir si cette situation doit rester comme telle. Si elle doit rester comme telle. Parce que nous ne pouvons pas avoir des entreprises à qui nous octroyons presque une majorité de nos terres pour les exploiter dans le domaine de l'agriculture, du palmier, ainsi de suite, et que ces entreprises ne payent aucune taxe, et par la suite que les Gabonais soient embauchés dans ces entreprises et se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas bien traités. Donc, il faut un partenariat gagnant-gagnant. Partenariat public-privé. Il faut que l'État retrouve ce que l'État en tire de ce partenariat-là. Ce partenariat ne peut pas rester comme ça. Mais je le dis parce que nous irons plus loin, parce qu'il y a d'autres choses cachées que je ne suis pas venu pour révéler ici, parce qu'on ne peut pas amener des entreprises d'abord qui se créent à partir d'une dette dont l'État se porte garant à BGFI, et ces entreprises-là bénéficient du sol du Gabon, et ces entreprises-là traitent les Gabonais comme s'ils étaient des esclaves. Donc, c'est injuste. Si l'on comprend bien... Et je parle de l'âme. Le cas de l'âme, effectivement, qui est exonéré de fiscalité. Oui. Lorsque vous prenez le pouvoir, vous accédez au pouvoir à la sortie des urnes le 26 août prochain, Olam va payer des taxes? Pas seulement Olam. Toutes les entreprises? Toutes les entreprises qui sont dans la zone économique de Nkok. Il y a 144 entreprises. Elles devront apprendre. Nous allons revisiter leur partenariat avec l'État. Et ces entreprises vont devoir participer au développement du Gabon en payant leurs taxes. C'est compris. Alors, M. Mbina, dernière question sur le volet économique avant d'embrayer sur le volet social. Parlant d'entreprise, M. le Président, je me permets ici de faire une escale dans votre projet de société, puisque c'est le principe établi. Vous pointez ces entreprises qui mènent certaines activités, l'exploitation de l'or, du bois, du manganèse, j'en passe, selon vous, selon vos propos, détruisent l'environnement. Quels sont ou quels seraient vos leviers d'action que vous pouvez posséder en main pour avoir, une fois de plus, des résultats à ce sujet? La question que vous posez nous ramène tout de suite dans le conflit homme-faune. Parce qu'en vérité, le débat qui est aujourd'hui dans notre pays sur les pachydermes qui dévastent les plantations de nos mamans ou de nos grands-mères. Mais il ne faut pas seulement poser le débat dans le sens qu'ils détruisent les plantations. Mais il faut se poser une question. Pourquoi ces pachydermes sortent de leur milieu habituel pour venir vers les humains? C'est à cause de l'action de l'homme. Maintenant, la réalité dans notre pays, c'est qu'il y a une action qui est menée par des entreprises, les forestiers, les orpailleurs, les diamantaires, tout ce remue-ménage a remis en cause l'environnement dans lequel ces pachydermes vivent et leur habitat naturel. Allez-vous changer? Elle a tout changé. Et ce qui fait qu'ils ne se retrouvent plus, non seulement au niveau de leur environnement, mais en plus, ils ne trouvent plus ce qui leur permet de se nourrir. Allez-vous changer? S'il vous plaît, La solution, Gérard Elanguema,
pour moi, elle est simple. Les barrières électriques? On va vers les barrières électriques. D'accord. Première chose. Mais la deuxième chose, c'est que toutes ces entreprises vont payer une taxe pour la mécanisation de l'agriculture. Parce que... Vous la proposez à 50 millions, 50 milliards, c'est ça? Il y aura une taxe, c'est tout ce qui est... Mais une taxe annuelle dont vous faites mais ça ne règle pas le problème. Non, cette taxe annuelle que je vous dis, elle va participer à construire des barrières entre les pachydermes et les habitations et les grands champs. Elles existent déjà. Non, elles n'existent pas. Ça vient de commencer. Nous tous, on suit. Est-ce que votre taxe... Je vis d'abord, je ne vis pas à l'extérieur. Est-ce que votre taxe, justement, Monsieur le Président, que vous proposez, réglerait, serait-ce d'une manière substantielle, cette préoccupation, on ne peut plus importante? Mais ce serait déjà un début de solution parce qu'elle va participer à régler deux problèmes. Elle va m'aider à lancer la mécanisation de l'agriculture. Elle va m'aider à ériger des barrières de sécurité autour des grands champs pour permettre aux pachydermes de trouver un environnement où ils puissent retrouver leur existence tranquille. Bien, merci Monsieur le Président. Alors Laetitia Ngalébika, nous allons aborder l'avant-dernier volet relatif aux questions de société, éducation, formation, logement social, route, ainsi de suite. Merci, merci Monsieur le Président. Vous êtes très précis sur le rêve qu'il y a dans votre esprit pour le Gabon et nous voulons le partager avec vous sur le plan social. La méthode GEN que j'ai parcourue, les 10 points, n'ont pas spécifiquement traité de cette question. Elles sont enrobées dans d'autres questions. Sur le plan social, parlant de la vie chère, qu'avez-vous à dire à vos compatriotes pour, selon vous, vous l'avez dit sur une chaîne de télévision, pour redonner la nourriture à celui qui ne l'a plus? Parlant de la vie chère. Pour moi, pour enrayer ce phénomène, je vous ai dit ici que la première année, je resterai dans les standards d'importation, tout en optant pour la production locale. Ça veut dire la mécanisation de l'agriculture. Parce que je veux arriver au phénomène économique qui voudrait que lorsque l'offre est plus importante que la demande, la question de la vie chère, elle se régule d'elle-même. Je ferai, pour réguler la question de la vie chère, j'achèterai deux grands chalutiers, qui seront la propriété de l'État. Parce que je ne peux pas comprendre pour le social des Gabonais que consommer du poisson, ça devient un luxe. J'achèterai deux grands chalutiers qui vont exercer la pêche, vont vendre aux détaillants à un taux connu de tous, et le kilo sera fixé à un taux connu aux consommateurs. Une nouvelle mercuriale. Une nouvelle mercuriale. J'entends faire en sorte que le kilo de poisson au Gabon n'excède pas les 1500. Et vous allez trouver l'argent où pour acheter ces chalutiers? Madame, merci. Parce que j'allais même vous le dire, que pour parler du social, pour faire du social, il nous faut de l'argent. Absolument. J'entends, dès ma prise de fonction, enrayer la fraude fiscale. J'entends enrayer la fraude fiscale. J'entends me battre contre tout détournement. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. Il faudra nous dire comment, hein? De toutes les façons. C'est important. Je vous ai dit que j'entends me battre contre la fraude fiscale. Très bien. J'entends me battre contre les détournements. Comment? Je mettrai une commission. Une commission sera mise en place. Et il y en a une qui existe. S'il vous plaît, Madame Ngalébika, oui. il va continuer. Une commission sera mise en place pour suivre toutes les tractations, pour traquer tout ce qui est fait d'un bout à l'autre.
J'entends, pour mobiliser de l'argent, j'entends faire en sorte qu'au Gabon, vous savez, tous les puits de pétrole qui n'ont pas une durée de vie excédant 5 ans ne sont pas pris en compte dans le budget de l'État. J'entends faire en sorte que les 18% que l'on accorde à la famille Bongo soient reversés au trésor public. J'entends faire en sorte que les résidus de pétrole, j'entends acheter une machine qu'on appelle hydrocracker, qu'on vend au Texas, elle coûte 500 milliards de francs. J'entends l'acheter, le Togo là, je ne parle pas d'un rêve, le Togo là. J'entends faire en sorte que les résidus soient reconditionnés pour augmenter le volume de notre production de pétrole. Vous verrez que j'entends réduire le train de vie de l'État. Comment? Pour moi, les choses sont simples. Je trouve choquant que quand les Gabonais n'ont pas toutes les structures sanitaires capables de subvenir à la maladie d'un homme, mais que l'État prenne la responsabilité. Je m'arrêterai par exemple au haut-commissaire de la République. Ils ont des Toyota dernière génération qui ont une valeur de 120 à 130 millions de francs CFA. S'ils sont 10, on est déjà à plus de 1,5 milliard. Pour 10 individus, quand le chômage bat son plein au Gabon, quand il y a des chefs de service qui n'ont pas de moyens de déplacement, je trouve que c'est pas juste. Et vous, alors, juste une question. Au pouvoir, vous allez changer cela? Oui, une fois au pouvoir, la voiture ministérielle, c'est la Fortuner. Je veux revenir, permettez, Monsieur Cissé, sur la question de la transformation de nos matières premières, notamment la raffinerie. Vous avez parlé d'acheter une machine oui. Alors qu'il y a une raffinerie qui est à l'agonie. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas penser à la remettre sur les rails avant de penser à acheter quelque chose alors qu'il n'y a pas d'argent? Nous allons remettre, la Sogara, soutenir la Sogara, mais en plus-value, nous allons reconditionner. Très bien. Reconditionner les résidus. Mais dites-vous bien ceci, ces résidus-là, depuis très longtemps, sont vendus. Nous allons évoluer dans le social. Et c'est des citoyens qui occupent ces postes-là, qui en profitent au détriment de l'État. Le social, c'est également... Allez-y, madame. Le social, c'est également... Vous avez parlé de l'agriculture, oui, c'est très bien. Vous avez parlé de ce pan qui concerne la transformation de nos matières premières, c'est en cours, et vous dites que vous allez améliorer. Ce que vous n'avez toujours pas dit, c'est comment vous allez loger les Gabonais. Qu'est-ce qui est prévu dans votre plan pour le Gabon concernant la partie logement? Bon, vous savez, la situation du Gabon, parfois, elle peut vous rendre bête. Parce que personne ne peut comprendre que dans un pays où il y a du ciment, où il y a du sable, où il y a de la terre, que l'on soit incapable, où il y a du bois, que l'on soit incapable d'offrir des logements à ses compatriotes. Vous comprenez? Vraiment, c'est une situation aberrante. C'est le constat. C'est le constat. On va à la proposition. Maintenant, moi, devenu chef de l'État au soir du 26 août prochain, il y aura, en dehors des séries qui sont les propriétés des privés, il y aura une grande série nationale qui va accoucher des petites séries parce que je vais coupler. Je prends le Wellington et le Goé Vino, je crée une série. Je prends le Goé Lolo et le Haut-Togo, je crée une série. Pourquoi? Parce que je vais commencer par récupérer les grumes qui traînent dans toutes les forêts gabonaises. Il y a du gaspillage de notre bois. Oui. Et je pense qu'on peut donner à des Gabonais de très belles maisons en bois, mais du bois transformé. Donc, je vais créer une grande scierie nationale qui va, avec le ministère des Eaux et Forêts, nous allons ramasser tous les grumes qui existent. Nous allons transformer ce bois. Mais avant de la transformation, je dois dire que moi, j'ai l'ambition de faire que chaque Gabonais ait 1000 mètres carrés de terre
sans un sou à payer. Donc vous êtes partisan de la déforestation, puisque vous parlez de construire des maisons faites de bois. Non, non, écoutez. Soit vous voulez m'écouter, ou vous voulez tout simplement me contredire. Je vous dis, je ramasserai les grumes qui existent déjà. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Je transformerai ces grumes. S'il vous plaît. Je réactiverai la briqueterie en briques en terre cuite qui avait déjà existé du ministère de l'Habitat. Elle est en Zion. Je la remettrai en mouvement. Je donnerai un peu plus de moyens à l'ASNI, mais à condition que les logements qui sont conçus pour les personnes économiquement faibles soient la propriété de ces personnes identifiées. Quels sont les moyens de contrôle que vous allez mettre en place? Écoutez, ce n'est pas les mesures de contrôle qui seront difficiles à prendre si les maisons sont faciles à construire. Je dis, je veillerai à ce que des maisons qui sont à destination des personnes économiquement faibles soient réellement la propriété, vont jusqu'aux personnes économiquement faibles. Il ne sera plus question que parce que quelqu'un est directeur général, il va s'approprier 10, 15 maisons, alors qu'il y a des Gabonais qui habitent à la baie des Cochons, il y a des Gabonais qui habitent à Chimchos, ils dorment, on les voit, dehors. Très bien, c'est la politique du logement. Je vais terminer. La transformation dont vous parlez, elle est déjà en cours. La transformation du bois est déjà en cours au Gabon. Qu'allez-vous apporter de nouveau? Écoutez, on parle de réalité. Je parle de réalité. Je vous dis que vous m'avez posé la question sur l'habitat. Je vous dis, je construirai des maisons en bois. Très bien. Je vous ai indiqué comment je le ferai en mettant en place une grande série nationale qui peut être délocalisée. Madame Galibika, la formation et l'éducation, dernière question. Madame Galibika, s'il vous plaît, il y a M. Mbina qui avait juste une question sur le fonds social. À chacune de vos prises de parole, Monsieur le Président, il revient, il est souvent revenu, vous en conviendrez avec moi, que je remettrai telle chose. Est-ce à dire que vous reconnaissez déjà les efforts existants? Dites-moi. Dites-nous la vérité. S'il vous plaît. J'ai toujours été un homme de vérité. C'est ça. Je suis un homme de vérité et de courage. Je n'aurais pas peur de parfaire ce qui a eu un début. Très bien. Vous comprenez? Ce qui a eu un début, s'il faut améliorer, on améliore. Vous comprenez? Mais ce qui n'a pas eu un début, s'il y a un manquement, naturellement, je lance la vision. Santé, formation, et puis on ferme. Éducation. Ce sont les 3 pans sur lesquels vous devez vous... C'est votre dernière préoccupation. Absolument. Mais évidemment, sur la question de l'éducation, vous savez, je suis embêté parce que vous me posez des questions qui sont liées à comment tu vas faire. Donc, j'étais en train de vous montrer comment je peux mobiliser suffisamment de ressources. Vous avez la parole. Je vous ai dit, je m'attaquais à la fraude fiscale. Je m'attaquerai au détournement. J'achetais une machine qui va permettre d'avoir une plus-value sur la production actuelle. Je vais prendre les 18% que l'on reverse à la famille Bongo pour mettre cet argent au trésor. Une fois cet argent que nous pouvons évaluer sans trop avoir peur de le dire, peut-être à 3 000 milliards aussi, parce que j'entends faire en sorte que le budget du Gabon trouve le seuil de 6 000 milliards, parce que nous en avons les moyens. Parce que dites-vous bien, tout dernièrement, lorsque l'on a arrêté des jeunes pour des questions de détournement, un ministre de la République, l'ancien ministre du Pétrole, a dit l'argent que nous avons volé est au niveau à peu près de 100 milliards. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'argent. Donc, tout cet argent mobilisé va me permettre de parachever, par exemple, la décentralisation des universités pour désengorger l'université Omar Bongo. On va faire l'université de Mouila, on va faire l'université de Port-Gentil, on va faire l'université d'Oyem. Cela va permettre aussi d'éviter de faire en sorte que l'exode rural puisse continuer à se faire jour. Parce que chaque année, il y a à peu près 20 000 jeunes qui partent des villages lorsqu'ils ont obtenu leur baccalauréat pour venir faire des études ici. Or, si on rapproche les universités des provinces, ces jeunes ne trouveront plus
une raison pour venir à Libreville. Et ça va créer un pouvoir d'achat sur le plan économique. Bien, alors... Donc, sur le plan de la santé... Oui, allez-y rapidement. Sur le plan de la santé, j'entends d'abord recenser tous les dispensaires qui existaient depuis l'époque Léomba, depuis l'époque Omar Bongo Père, et ce que le pouvoir actuel a pu réaliser. J'entends recenser tout ça. Une fois, c'est-à-dire l'objectif sera de rapprocher la santé des populations. Une fois ces structures recensées, je vais faire en sorte que cette structure bénéficie de médecins, de personnel bien formé, qu'ils bénéficient d'un plateau technique pour qu'on ne perde pas une vie parce qu'on doit quitter de Mouila pour amener un malade à Lambaréné. Donc, je vais faire en sorte qu'il y ait des grands centres hospitaliers dans les capitales provinciales. Donc, mais tout ça là... ça existe déjà, hein? Oui, ce qui existe, oui. Tant mieux. Vous allez renforcer. Je vais renforcer ce qui existe, tant mieux. Mais il y a des villages ici, des coins, qui n'ont même pas un dispensaire. Oui. Ça, nous sommes tous Gabonais et nous connaissons la réalité de notre pays. Bien. Alors, Monsieur le Président, il nous reste à peine 5 minutes par rapport au temps qui nous est accordé. Quelle sera votre politique étrangère? Ma politique étrangère, d'abord, elle va d'abord se vivre dans la sous-région parce que je voudrais que, puisque le Gabon, avec 2 millions d'habitants, ne peut pas avoir un véritable championnat de football. Ma politique étrangère serait de convaincre le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun pour que nous ayons un même championnat de première division. Ça, c'est en matière de sport. Nous ayons un championnat de première division. Mais maintenant, chaque pays pourra avoir un championnat de deuxième division localement. Mais le championnat de première division sera sous-régional. Donc ça, c'est pour qu'il y ait une véritable compétition, pour que ces joueurs-là puissent avoir des perspectives d'avenir après football. Parce que c'est la sous-région qui va les prendre en charge. Ça, c'est pour, par exemple, en matière de sport. Les années 90... S'il vous plaît, M. Mbila. S'il vous plaît, M. Mbila. Oui. Nous allons laisser monsieur... Mais en matière... nous parlions de politique étrangère. Oui, de politique, j'en viens. En matière de politique étrangère, le sport, c'est de la politique aussi. Oui, non, bien sûr. Je vous ai dit, je vais le fermer. Lorsque je serai présent au soir du 26 août, j'aurai besoin de rencontrer le chef de l'État français. Naturellement, avant de le rencontrer, je vais poser un débat avec tous les acteurs, tous les leaders, d'abord de la sous-région, plus des pays qui utilisent tous le CFA. Par exemple, en ce qui nous concerne, il va falloir qu'une véritable solution soit trouvée dans la relation financière qu'a le Gabon et la France. Parce que on ne peut pas continuer à concevoir que si le Gabon vend son pétrole à 100 francs, 50 francs restent au trésor public français. C'est 50 francs qui arrivent au Gabon. Mais en plus, notre monnaie étant arrimée à l'euro, lorsqu'il y a fluctuation de l'euro, ça veut dire que lorsque l'euro prend plus de valeur, le CFA ne bouge pas. Donc, c'est des situations qu'il va falloir. Mais Monsieur le Président, d'un point de vue diplomatique, comment améliorer les relations du Gabon avec les autres États, mais beaucoup plus au-delà, les Gabonais de la diaspora? Qu'est-ce que vous, Président, ferez pour améliorer les conditions de vie de ces Gabonais qui vivent hors de leur pays? D'abord, pour que je sois au fait des problèmes des Gabonais de l'étranger, il y aura non seulement le ministère des Affaires étrangères, mais je donnerai aux Gabonais de l'étranger un député pour l'Asie, un député pour l'Amérique, un député pour l'Europe. Parce qu'il va falloir que leurs problèmes soient portés par des individus qui sont au fait de leur situation. Donc, je donnerai aux Gabonais de l'étranger, par continent, un député. Ce député sera élu ou bien nommé? Il sera Parce que vous dites que vous allez donner.
Il sera nommé. D'un point de vue sécuritaire, Monsieur le Président, la question du terrorisme, vous savez, en évoquant l'insécurité au Sahel, le Gabon n'est pas exclu car le Gabon fait partie de l'Afrique. Vous, Président, comment allez-vous contribuer à sécuriser le pays en comptant évidemment sur les partenaires que vous aurez? Bon, comme on dit, qui va aller loin ménage sa monture. C'est vrai que le Gabon a des partenariats en termes de politique étrangère avec la France et d'autres nations, l'Amérique, ainsi de suite. Mais je souhaiterais, moi, Président, je chercherais d'abord à compter sur mes propres forces. Ça veut dire équiper, par exemple, sur le plan des côtes, il faut donner à la marine les outils qui lui permettent de garantir la sécurité, par exemple, sur nos côtes. Vous savez que le Gabon... Comment ferez-vous pour équiper ces forces? Est-ce que vous ferez appel aux nouveaux partenaires? Non, il faut d'abord que l'on, sur le plan local, que l'on sache ce dont on a besoin, ce dont la marine a besoin. Maintenant, l'expertise étrangère, en termes d'expertise, on va la solliciter pour renforcer la formation sur le plan local. Donc, mais je tiens d'abord à dire que la sécurisation de notre pays passe d'abord par les Gabonais eux-mêmes. Bien sûr, nous ferons appel à l'expertise étrangère pour la formation, mais c'est d'abord les Gabonais qui doivent sécuriser leur propre pays pour qu'on n'arrive pas, comme dans ce qu'on a vu en 2021, lorsqu'on a vu, il y a eu une mission qui a été organisée par le gouvernement pour aller prendre d'assaut les orpailleurs qui pillaient notre or dans le Goïvindo et ainsi de suite. Ça veut dire que nous avons des frontières qui sont perméables. Donc il faut voir avec les forces de sécurité qui sont chargées de la sécurisation. Il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent être à la hauteur de ce que l'État attend d'eux. Merci, Monsieur Gérard Elangema. Nous sommes arrivés au terme de cette émission « Un candidat, un projet ». C'était un plaisir d'échanger avec vous sur le plan relationnel. Maintenant, les Gabonais apprécieront le 26 août prochain si votre programme que vous soumettez à leur appréciation pourra effectivement vous permettre d'être porté à la tête de l'État. Alors, je rappelle simplement, nous sommes un peu dans ce que j'appelle le temps additionnel, parce que nous avons légèrement débordé de 5 minutes. Je rappelle simplement, avant de vous donner la parole pour un dernier mot, s'il vous plaît, je rappelle simplement à toutes fins utiles que demain, disons ce week-end, nous aurons demain dès 20h45 M. Nyembou Moutsona, Terence, et Mme Lassenu Dubrouz, et dimanche, M. Mvemba Emmanuel, Ibinga Axel Stoffen. Alors, M. Gérard Elangema, nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Avant de nous séparer, pourquoi les Gabonais vont-ils vous choisir le 26? Il y a un message fort qui devrait ce soir les sensibiliser, les convaincre sur le choix qu'ils devraient porter sur M. Elangema. Chers compatriotes, chers Gabonaises, chers Gabonais, je suis Gérard Elangema Mitobi. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle d'août 2023. Je sollicite vos suffrages parce que je suis porteur d'un projet d'espoir, d'un projet qui va soutenir notre économie au-delà des rentes. Je suis porteur d'un projet qui peut amener notre budget à près de 6 000 milliards. Cela voudrait dire que la masse salariale va être revue. Cela voudrait dire que les pensions vont être revues. Cela voudrait dire que les universités vont être construites. Cela voudrait dire que le chômeur aura sa place dans ce pays. Et que l'industrialisation que j'entends lancer va ouvrir une perspective à chaque Gabonais et à chaque Gabonaise. Je suis depuis en politique.
Je n'ai plus à me présenter à vous. Vous êtes libre, soit de porter votre choix sur moi, ce que je souhaite, soit de porter votre choix sur un autre Gabonais. Mais je voudrais, avant de terminer, nous rappeler la responsabilité qui est la nôtre en tant qu'acteur politique et en tant que citoyen, de garder ce pays en paix, de le préserver de tout dommage. Je voudrais dire ici et rappeler la responsabilité qui est des hommes de corps pendant cette période électorale que nous allons vivre, surtout au soir du 26. Je demande aux hommes de corps qui ont prêté serment devant le drapeau d'être au service de la nation gabonaise, d'être au service de la vérité et de protéger le Gabon et les Gabonais. Je vous remercie. Merci, M. Gérard Languema, messieurs et dames, chers téléspectateurs. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission « Un projet, un candidat ». Bonsoir chez vous, portez-vous bien et à très bientôt.